Avant Geller, personne n'avait compris l'Est indienne. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, Seventh Rank. Les premiers mots que vous venez d'entendre sont ceux du multiple champion du monde et dépositaire de l'école russe puis soviétique d'échecs, le grand Mikhail Botvinnik, qui ne tarissait pas d'éloges sur mon joueur préféré, le théoricien et joueur réputé Yefim Geller. Né en 1925 en Ukraine et mort en 1998 en URSS, Geller avait tout d'un grand, entré dans la légende très tôt pour n'en plus jamais sortir. Double champion d'URSS, ce fumeur et buveur invétéré, ventripotent au regard affûté de Mikhail Tal et au perfectionnisme millimétré de Akiba Rubinstein, a enchanté le monde du jeu des rois 3 décennies durant. Dans son palmarès, pas moins de 4 scores positifs en partie classique contre des champions du monde. Il ne le fut pourtant jamais lui-même. S'il accrocha le ciel d'une main sans saisir son étoile de l'autre, c'est à cause d'un Boris Spassky au sommet de son art qui le fit chuter par pas moins de 2 fois sur le score de 5,5 à 2,5 lors de leur match qualificatif pour le titre de Challenger à la couronne mondiale. Geller était en outre la bête noire de Robert James Fischer, contre qui il a un score positif. Je vous laisse apprécier la beauté avec laquelle est exécuté ici le Trublion de Brooklyn en 25 coups seulement à Monte-Carlo en 1967. Je vous souhaite un excellent visionnage. Donc dans cette partie, Fischer a les blancs et il décide de débuter par le premier coup E4. Donc son coup préféré, best by test, le meilleur par la pratique comme il se plaisait lui-même à le dire. Si vous suivez la chaîne depuis quelque temps déjà, ça doit commencer à rentrer dans votre esprit. Donc ce coup, qu'est-ce qu'il a de sensationnel? Eh bien, on peut sortir notre fou ainsi que notre dame et on lutte pour le contrôle de la case blanche centrale D5. Je pense que maintenant, c'est assez clair. Geller, lui, il va répondre C7, C5 et C5 introduit une nouvelle défense qu'on n'a pas abordée jusqu'ici dans ces vidéos. Elle a pour nom la défense sicilienne et c'est probablement la plus populaire des ouvertures à haut niveau avec le coup E5 que lui on a déjà vu. Et qu'est-ce qu'elle a de si sensationnel cette défense? Eh bien c'est qu'avec un pion de l'aile, on vient lutter latéralement pour le contrôle de la case noire centrale D4, de telle manière qu'établir un duo de pions centraux avec les blancs, ce qu'ils aiment faire dès que la situation se présente, serait immédiatement sanctionné par C prend D4, et après par exemple Dame prend D4 juste pour illustrer, eh bien il y aurait déjà une majorité de pions centrales pour les noirs. Ils ont le pion D en plus au centre. Et ça, c'est l'idée de la défense sicilienne qui joue beaucoup sur les déséquilibres. Alors, à noter pour bien que vous compreniez que maintenant les blancs obtiennent une colonne semi-ouverte D. Donc, une colonne semi-ouverte, pour rappel, c'est une colonne ouverte sur laquelle se trouve un pion adverse, de telle manière qu'avec nos pièces lourdes, la dame et les tours, on puisse taper verticalement dessus. Et les noirs, eux, ils obtiennent la colonne semi-ouverte C, donc ils vont s'efforcer avec leurs pièces lourdes de faire pression sur le pion C2 des blancs. Bref, c'était pour vous expliquer un peu l'idée générale de cette défense, quoiqu'elle soit très riche et qu'il y ait des tas de choses à dire, mais ce n'est bien sûr pas l'objet de cette vidéo. Donc je garde ça pour les vidéos futures. On abordera un peu plus la sicilienne au fur et à mesure. Et pour l'instant, moi, j'en reste à la partie. Fischer, donc, après C5, a joué cavalier en F3. Donc, le grand coup qui développe une pièce et vient lutter pour le contrôle des cases noires centrales D4 et E5. Et maintenant, Geller vient jouer un des coups les plus populaires, sinon le plus populaire, à savoir D6. Donc D6 pour éviter un ultérieur
E5 des blancs. Vous allez comprendre pourquoi. On retrouve cette idée dans la défense Pirc, qui est une autre ouverture, mais qui a une structure de pion un peu similaire. Donc maintenant, Fischer va jouer le coup D4, en acceptant qu'il ait donc une minorité au centre, mais c'est le but de cette ouverture. On appelle ça ouvrir la sicilienne quand on joue D4. Pourquoi? Parce que le pion central est échangé de même que le pion D4. Alors on pourrait reprendre avec la dame qui introduit la variante check-over de la sicilienne, mais là encore je laisse pour une autre fois. Cavalier prend D4 est plus populaire et vient améliorer la situation du cavalier tout en reprenant le pion. Et maintenant, comme je vous disais, les noirs ont un pion de plus au centre et les blancs ont une majorité à l'aile dame. Donc c'est une ouverture, la sicilienne, qui joue beaucoup sur les déséquilibres. Et donc je vous recommande de l'employer avec les noirs si vous devez de gagner pendant vos parties. C'est une ouverture tout à fait fiable, mais évidemment elle est très risquée parce que possédant beaucoup de déséquilibre. Donc évidemment on n'a rien sans rien, mais je vous la recommande tout de même. Et pour faire un petit peu plus sa publicité, sachez que Garry Kasparov et Bobby Fischer, deux des plus forts joueurs de tous les temps, en ont fait leur arme principale contre E4, ainsi que notre numéro 2 français actuel, Maxime Vachier-Lagrave, dont vous pouvez toujours regarder les parties actuelles. Donc voilà, je vous encourage, si ça vous intéresse, à vous pencher sur la sicilienne, une ouverture très riche. Ok, dans cette position, cavalier F6 est joué. Donc cavalier F6, quelle est l'idée? Tout simplement attaquer le pion central des blancs en E4. Et l'idée de D6, eh bien, c'était d'empêcher E5. Donc maintenant le pion est fixé sur la case blanche. Qu'est-ce que fait Fischer? Il joue cavalier C3 et il vient le protéger tout en développant une pièce sur sa case naturelle, donc un coup double fonction. Et maintenant, il existe plusieurs coups dans cette position. Il y a G6 pour mettre le fou en fianchetto à l'aile roi qui introduit ce qu'on appelle la variante du dragon. Il y a le coup cavalier C6 qui introduit la variante classique ou Richter-Rauser. Et enfin, il y a le coup le plus populaire de toutes les siciliennes qui est le coup A6 qui introduit la variante Najdorf, et c'est cette fameuse variante Najdorf que Fischer, Kasparov et Maxime Vachier-Lagrave ont joué et jouent régulièrement. Voilà, donc l'idée de la Najdorf, quelle est-elle? Eh bien c'est de contrôler par ce petit coup A6 l'accès à la case B5 pour les blancs, tout en sachant que nous-mêmes pourrons accroître notre espace à l'aile dame en jouant B5 nous-mêmes, sachant que derrière on pourra suivre par un fianchetto du fou pour taper sur E4. On pourra mettre notre cavalier en D7 d'où il sera bien placé et où il pourra rebondir sur C5 ou passer par B6 et C4 après. Peut-être jouer des dames C7, voire dame B6, voire même dame A5 clouant le cavalier et tapant sur E4. Bref, plein d'idées dans cette Najdorf, dont la richesse et la souplesse. C'est une ouverture extrêmement flexible et jouée pour gagner, donc à double tranchant, ce qui a plu évidemment à des tacticiens redoutables comme Kasparov ou Fischer. Ok, maintenant, fou G5 est joué par Fischer. Alors à noter que son coup de prédilection, c'était la variante qui porte aujourd'hui son nom, la variante Fischer avec fou C4. Mais il a aussi joué le coup H3. Et je vous invite à aller voir des belles parties contre Miguel Najdorf lui-même ou bien contre Bol Bochan. Ces parties avec H3 sont vraiment des modèles. Et donc Fischer a un peu tout joué. Enfin, pas tout joué, mais il a joué pas mal de variantes sur la Najdorf. Et ici, il choisit de jouer vraiment la grande ligne, l'ancien coup fou G5, mais toujours populaire de nos jours. Ok, maintenant E6 est joué avec l'idée de contrôler, de surveiller l'accès à D5. Et évidemment, on va pouvoir sortir notre fou en E7. F4 avec l'idée venimeuse de venir tout de suite taper en F5 ou même de jouer E5, les deux sont possibles. Donc vous voyez un combat vraiment sanglant, un combat à mort. Et maintenant, dame B6 est joué. Alors dame B6, je vais vous expliquer l'idée juste après
dame D2 qui sacrifie le pion. Et effectivement, Geller va le prendre. Dame prend B2, gagne un pion et attaque la tour. Alors, Fischer a-t-il gaffé? Évidemment pas. Ce coup est très joué, toujours très à la mode. Et il y a peut-être des milliers, sinon des dizaines de milliers de pages d'analyse sur cette ouverture qu'on appelle la variante du pion empoisonné de la sicilienne Najdorf. Et c'est peut-être la plus grande variante de la sicilienne, et je vous le dis, il y a des milliers et des milliers de parties là-dessus. Alors, ça continue par tour B1, et l'idée pour les blancs, c'est quoi? C'est de donner un pion en prétendant qu'il est donc empoisonné, c'est-à-dire que les noirs ne vont pas réussir à le digérer. Comment cela? Eh bien, les blancs vont compter sur l'activité de leurs pièces bien sorties sur des bonnes cases pour attaquer les noirs qui vont se retrouver sous le feu des pièces ennemies comme la dame, et donc la dame va devoir bouger, reculer, et donc les blancs vont parier sur leur activité tandis que les noirs vont prétendre avoir un pion de plus et donc l'amener jusqu'en finale où ils vont convertir en victoire. C'est l'idée. Donc dans cette position, F5 est joué avec l'idée de taper directement sur le pion E6. Donc vous voyez, Fischer ne perd pas de temps. Et sur un coup comme E5, eh bien c'est bien connu. Il y aurait par exemple cavalier B3 avec l'idée que maintenant les noirs ont un gros trou en D5. Vous le voyez, il s'agit d'une case faible qui ne peut être protégée par aucun des pions. Et l'idée, ça va être d'échanger le fou contre le cavalier qui surveille D5 et d'installer un puissant cavalier dessus. Ok, donc évidemment, on ne va pas jouer E5, en tout cas pas dans cette position. Et c'est cavalier C6 qui a été choisi par Geller, avec l'idée, pas bête du tout, de sortir une pièce. N'oubliez jamais le développement. Et peut-être d'échanger le cavalier C6 contre le cavalier D4, ce qui est thématique dans la sicilienne. On ne le fait pas toujours, mais ça se voit souvent, pour soulager la pression. Ok, maintenant, F prend E6. Fischer attaque directement le pion en E6 et il ouvre la colonne F. Il se réserve le droit de roquer plus tard pour venir taper sur la colonne F qui sera ouverte pour la tour F1. F prend E6 est répondu et cavalier prend C6. Alors cavalier prend C6, on peut se dire Fischer a déjà sacrifié un pion, le pion empoisonné en B2 et maintenant il échange des pièces. Que fait-il? Eh bien son idée c'est après B prend C6 de jouer le coup E5 avec l'idée d'attaquer directement le cavalier en F6 et de casser la structure des pions ici. Donc beaucoup d'idées. Par exemple sur quelque chose comme ça, eh bien on prendrait le cavalier, G prend F6 et maintenant cavalier E4. Le cavalier va être très bien placé où il va taper sur F6 et on pourra imaginer des fous E2, un roc, la tour qui tape sur le pion, le fou qui viendra sur H5 donner échec, la dame qui contrôle déjà la colonne. Bref, très dangereux pour les noirs. Et évidemment, si le fou venait à bouger, même s'il n'a pas un grand avenir qui lui est promis, eh bien il y aurait la tour qui viendrait directement sur B7 s'infiltrer et participer à l'attaque, et ça ce serait très dangereux pour les noirs. Donc raison pour laquelle après E5, Geller n'a pas accepté le pion. Il a joué le coup cavalier D5, il vient centraliser son cavalier, attaquer directement le cavalier de Fischer, donc deux fois, avec son cavalier D5 et la dame en A3. Et maintenant, cavalier prend D5 est joué. Donc Fischer ne veut pas laisser le temps à Geller de souffler et il va jouer cavalier prend D5. Alors Geller maintenant il va jouer le coup C prend D5, qui est peut-être le meilleur coup dans cette position. Alors je regarde juste ce que dit l'ordinateur sur E prend D5, et ici l'ordinateur, eh bien ma foi, il préfère, non, il est assez d'accord de jouer E prend D5 ou C prend D5, les deux se valent, mais j'imagine que Geller a dû avoir peur que des E prend D6 soient joués avec la position qui allait s'ouvrir sur son roi. Il a dû avoir peur et je peux tout à fait comprendre d'un point de vue humain. Donc à la place, il a joué le coup C prend D5 qui garde la position fermée puisque le pion ne peut plus avancer. Ok, donc maintenant le coup fou E2 est joué. Donc fou E2, comme je l'ai dit, on sort nos pièces et on vient
menacer par exemple un petit échec, ça ne mange pas de pain, sachant que le petit roc sera à suivre et la tour sera bien placée sur la colonne F ouverte. D prend E5 est joué, donc Fischer sacrifie encore un pion, et on peut voir maintenant que Geller est bien loin de vouloir roquer où ce serait difficile et où ça pourrait lui porter préjudice, et bien finalement sa meilleure chance pratique c'est peut-être de rester ici au centre avec le roi, puisque le roi, on le voit, est plutôt bien protégé par ces 3 pions centraux. Ok, donc maintenant petit roc, avec l'idée, comme je l'ai dit, de ramener encore une pièce en jeu. Et maintenant, on peut voir que ça commence à devenir assez problématique. Les fous H5 échec traînent. Le roi ne peut pas vraiment partir. Sur D8 ou E7, ce n'est pas possible. Sur D7, il gênerait le fou et on pourrait peut-être passer de l'autre côté, par exemple avec des coups comme C4 pour essayer à nouveau d'ouvrir. Donc il y aurait pas mal de problèmes. Donc Geller, il doit réagir au plus vite et de façon précise, et il va commencer par un très bon coup, le coup fou C5 échec. Donc fou C5 échec, le roi est en échec, il est attaqué, donc on doit parer l'échec. Et quelle est l'idée de ce coup ? Eh bien, c'est de faire suivre par tour F8. Mais juste avant, je précise que le fou est très bien placé en C5. Et si jamais celui-ci venait, par exemple, à reculer, eh bien, on aurait peut-être des dames E3 qui suivraient pour essayer d'échanger les dames et taquiner ce fou. En tout cas, ramener en jeu notre dame noire excentrée. Ok. Donc, le fou en C5 est très bien placé. Et maintenant, on a l'intention de jouer tour F8. Pour échanger les pièces actives de l'adversaire. Karpov était coutumier de ce genre de méthode, ça lui a rapporté beaucoup de points, et Geller avant lui était lui aussi habitué à ce genre d'exercice. Donc maintenant C4 a été joué, donc C4 pour venir ouvrir la position, et que va faire Geller? Eh bien, tour prend F1 échec, tour prend F1, il vient échanger une paire de tours. Bon, mais ce n'est pas encore terminé. Fischer a toujours ces 4 pièces qui peuvent s'avérer assez dangereuses sur l'aile roi. Donc, Geller va jouer le coup fou B7. Il n'a pas de temps à perdre et il va essayer d'activer ses pièces. Donc maintenant, il menace peut-être D4 ou D prend C4, peu importe, et le fou rayonnera sur la grande diagonale blanche, le pion G2 sera cloué, ça c'est pas mal. Donc maintenant, fou G4 est joué par Fischer avec l'idée d'attaquer le pion E6. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le protège? Non, on doit jouer actif et D prend C4 est maintenant joué, et on ne craint pas les attaques de mat sur D8 puisque comme le fou B7 a été mis en jeu, eh bien on a la tour qui surveille la case D8. Maintenant, fou prend E6, mais le problème de D prend C4 pour les blancs, eh bien c'est que comme l'indique Geller dans ses notes, les noirs vont avoir un super jeu de pièces qui va leur permettre de neutraliser les pièces adverses. Donc qu'est-ce que va faire Geller? Il va commencer par dame D3. La dame est maintenant très bien placée, elle surveille bien la colonne D et on propose nous-mêmes l'échange des dames. Et puis on se rapproche du centre, donc cette centralisation ce n'est jamais mauvais pour essayer de contrecarrer les plans adverses. Donc évidemment Fischer décline l'offre, il joue dame 1, mais on voit qu'il perd un peu de terrain avec sa dame. Et maintenant, fou E4. Et comme je le disais, Geller indique dans ses notes que le roi noir, puisque c'est le thème de cette vidéo, est en fait, même si on n'en a pas l'impression comme ça, beaucoup plus en sécurité au centre que ne l'est en fait le roi blanc à l'aile roi. Pourquoi? Parce qu'on voit que les deux fous sont braqués sur l'aile roi, sur le roc de l'adversaire, et que
en plus, il bloque les pièces lourdes pour essayer de manœuvrer jusqu'au roi noir. Tandis que maintenant, les noirs vont essayer de ramener un peu plus leurs pièces. Par exemple, tour B8 et tour B1 pourraient menacer. Donc, on va voir qu'en fait, ce sont les noirs qui sont le plus à l'abri, même si ça paraît extraordinaire. Et pour vous en convaincre, il suffit de regarder une analyse de l'ordinateur. Les noirs sont à -3. Donc, plus 3 pour eux. Ok, maintenant fou G4 de la part de Fischer et tour B8. Rappelez-vous, faites toujours jouer toutes vos pièces. Et maintenant fou D1. Et quand un coup comme ça est joué, on comprend que quelque chose s'est mal passé dans la position. Et maintenant, Geller va jouer roi D7. Donc roi D7, pourquoi faire? Il active son roi et il vient s'échapper des possibilités d'attaque de l'adversaire. Et après le coup tour F7 échec, Fischer a joué roi E6. Croyez-le ou non, les noirs sont en -9, presque -10 et Fischer a abandonné. La tour est attaquée, elle doit bouger et rien n'empêche les noirs maintenant de jouer quelque chose comme tour B1 qui va clouer le fou et utiliser les pions passés pour venir mater. Donc on voit qu'il n'y a en fait rien à faire pour les blancs, même si la situation apparente paraît menaçante. Et bien en fait il n'en est rien et c'est les noirs qui ont l'avantage. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.